Bonjour et bienvenue tout le monde à ce webinaire organisé par CDL. Je m'appelle Jamie Malone et j'animerai ce webinaire tandis que Matt Scora, le VP de carbonation chez CDL, présentera. Je travaille pour une compagnie de consultants qui s'appelle Odonaterra dans le rôle de spécialiste aux impacts aux communautés et de communication. Odonaterra travaille avec CDL et Deep Sky pour leur aider avec les communications pour leur projet. Nous sommes ravis de vous présenter un projet qui consiste à évaluer le potentiel de captage et stockage du carbone dans le Canada atlantique et au Québec. Nous avons également le plaisir d'accueillir Geneviève Elie, la directrice politique publique et affaires de réglementaire au Québec chez Deep Sky, qui est un partenaire pour ce projet. Elle nous présente brièvement Deep Sky et expliquera pourquoi l'entreprise s'intéresse à ce projet. Cette présentation s'adresse à un large public dans le but de sensibiliser et de faire comprendre le captage et stockage du carbone, de présenter l'Atlas de l'Est canadien, d'expliquer pourquoi l'Atlas est nécessaire, d'expliquer ce qui est le stockage géologique, comment CDL le caractérisons de manière appropriée et comment ils informeront le public sur le risque et la science souterraine. Mais là, avant qu'on commence, il y a quelques règles. Cette présentation aujourd'hui est enregistrée et votre micro a été coupé. Et après, un lien vers l'enregistrement sera envoyé dans les prochains jours. Une séance de questions-réponses aura lieu au fin du webinaire. Alors, n'hésitez pas à taper vos questions dans le chat ou la boîte de questions-réponses. Et après la fin du webinaire, nous répondrons à vos questions. Mais avec ça, je vous présente Matt Scora. Merci, Jenny. Tel que mentionné, mon nom, c'est Matt. Je travaille chez Canadian Discovery, où je consacre mon temps à soutenir des projets axés sur la décarbonation et l'économie circulaire. J'ai une formation en génie chimique et plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la production d'énergie, la valorisation des déchets, la production de l'hydrogène et d'autres carburants. Alors, tout d'abord, bien que nous soyons toutes réunis virtuellement aujourd'hui, nous souhaitons prendre un moment pour connaître que nous vivons sur les territoires traditionnels autochtones connus sur le nom de l'île de la Tortue. Je suis basé à Montréal et je me trouve sur le territoire traditionnel des Ghanaiennes-Guéha, un lieu qui a longtemps servi comme site de rencontre et d'échange entre de nombreuses Premières Nations. Cette étude présente des données concernant les territoires non cédés de plusieurs Premières Nations. Ces nations comprennent les Abenaki, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Hurons-Wendat, les Inuits, les Malécites, les Mi'kmaq, les Mohawks et les Naskapi. J'aimerais commencer ici juste en précisant que ce webinaire est uniquement à titre informatif et ne vise aucun objectif de négociation et d'investissement et d'autres de nature similaire. Nous encourageons chacun à effectuer ses propres évaluations, recherches et jugements en conséquence. Là, les deux principaux partenaires du projet sont Canadian Discovery, CDL et Deep Sky. Depuis 35 ans, CDL fournit des analyses et des services de consultation, des solutions en sciences de données pour le secteur énergétique. On est axé dans l'ouest du Canada, mais l'entreprise possède une connaissance approfondie du sous-sol canadien et réalisé des milliers d'études d'importance. On a également travaillé dans de nombreuses régions dans l'Amérique du Nord et du Sud, dans le Moyen-Orient et dans l'Asie. Nous avons aussi une division spécialisée dans les activités de la mer du Nord entre le Royaume-Uni et la Norvège. Alors que le monde a évolué, nous aussi, on a évolué et on soutient maintenant de plus en plus les nouvelles technologies et les industries émergentes,
tels que la capture et stockage de carbone, l'extraction des minéraux critiques comme le lithium et l'énergie géothermique. Maintenant, je vais passer la parole à Geneviève pour présenter Deep Sky. Oui, bonjour. Deep Sky, on est un développeur de projet qui vise à retirer des milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère. Alors, en fait, on est l'inverse d'une compagnie pétrolière. Les compagnies pétrolières vont chercher le pétrole sous terre, transforment et émettent dans l'atmosphère pour les activités quotidiennes, si on veut. Nous, on va le chercher dans l'atmosphère, on le transforme, on le met sous terre. On fait la capture directe dans l'air via des partenariats avec des entreprises de capture directe dans l'air, donc des entreprises technologiques de DAC. Et on vise à stocker le CO2 à grande échelle dans deux endroits, dans les aquifères salins, les poches d'eau salée situées entre 2 et 4 kilomètres sous la terre. Euh, Au Québec, plus particulièrement, on a une étude géologique à Bécancour et dans la roche volcanique. Donc, on mélange le CO2 à de l'eau, ce qui fait un acide carbonique. On l'injecte dans une roche volcanique réactive au CO2 et au contact de la roche, le CO2 se transforme en carbonate, donc en roche. Il est donc stocké de manière permanente et durable. Et on a des activités à Thetford Mine en ce qui concerne la minéralisation pour le Québec. Et puis, on vend les crédits carbone sur le marché du carbone. On a déjà vendu des crédits carbone, entre autres à Microsoft, à RBC. Et voilà, on vise donc à agir pour lutter contre les changements climatiques. Merci. OK, alors, on va commencer avec les notions fondamentales. Comme Jamie a mentionné, notre présentation s'adresse à un public assez vaste, large. Alors, on commence avec, comme j'ai mentionné, les notions fondamentales, puis on va couvrir vers la fin les aspects plus techniques. On regarde le cycle du carbone. Comme nous le savons, il existe un cycle naturel par lequel le carbone circule entre l'atmosphère, l'océan, le sol, les plantes et les animaux. Ce cycle joue un rôle essentiel dans la régulation de notre climat. Les plantes absorbent le CO2, le stockent sous forme de biomasse, tandis que les animaux le rejettent à nouveau par respiration et autres mécanismes tels que la décomposition. Les océans agissent également comme puits de carbone en absorbant le CO2 et le stockant sous forme de carbone dissous ou de sédiments. Cependant, les activités humaines émettent du CO2 à des débits bien supérieurs à la capacité d'absorption du système naturel. Cet excès de CO2 perturbe le cycle, entraîne une accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et avec nombreuses conséquences importantes. Une partie du problème vient du fait que les changements proviennent de nombreuses activités humaines, telles que l'agriculture, la déforestation, la production d'électricité. On a aussi la fabrication des matériaux comme l'acier, le ciment et bien sûr le transport. Malheureusement, il n'y a pas une solution qui adresse tous nos problèmes. Alors là, il arrive la gestion du carbone. C'est un écosystème de procédés et de technologies qui vise à réduire ou à éliminer le CO2. Elle comprend des éléments tels que l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, mais aussi la capture, l'utilisation et le stockage de carbone, en outre. Bien qu'il existe certains débats sur les avantages et les inconvénients de chaque de ces options, il est reconnu à l'échelle mondiale qu'une variété de procédés et de technologies devrait être déployée à très grandes échelles. Aucune solution ne pourrait résoudre l'ensemble de nos problèmes. De plus, il est globalement connu que tout chemin crédible vers la carboneutralité impliquera le recours du CUSC. Alors, on regarde ça. Tout commence par la capture. Il s'agit des technologies qui retirent soit le CO2 de l'air que nous respirons,
soit le CO2 directement à la source des émissions. Alors, la source de CO2 peut être biologique, par exemple, la combustion de résidus de bois dans une centrale bioénergétique ou industrielle, comme les émissions provenant de la production de ciment. Il existe toute une gamme de technologies pour la capturer. Certaines sont utilisées dans l'industrie depuis des dizaines d'années, tandis qu'à l'autre extrême, il y a des chercheurs qui développent des nouvelles technologies actuellement. Le CO2 capturé peut être ensuite transporté sous forme de fluide comprimé par pipeline, navire, camion ou wagon. Nous possédons déjà les technologies. Il s'agit simplement de choisir l'option la mieux adaptée à chaque solution ou situation. Une fois le CO2 capturé, il y a différentes options d'utilisation où on transforme le CO2 en produits tels que carburant, des produits chimiques ou des polymères. Mais selon l'usage final, le CO2 reste stocké dans le produit sur une période relativement courte. Alors, l'autre option consiste à envisager le stockage à long terme. C'est sur des centaines d'années et plus, soit dans des formations géologiques ou soit dans le transformant en minéraux stables. Ce que je tiens à souligner ici, c'est que pour atteindre la carboneutralité, plus de 90% du CO2 qui est capturé devrait être stocké de manière permanente afin d'atteindre nos objectifs climatiques. Et c'est bien que l'utilisation soit également importante et contribue à la gestion de carbone. Le stockage est absolument essentiel. Ici, on montre un graphique qui illustre les différentes options permettant de rééquilibrer le cycle du carbone en retirant du CO2 du cycle. À gauche, nous avons les solutions de gestion des écosystèmes comme le reboisement. Au centre, nous trouvons la conversion ou la préservation de la biomasse, incluant des possibilités telles que l'utilisation de la biomasse pour la construction de structures ou de bâtiments. Enfin, nous avons les approches géochimiques, géophysiques, où le stockage géologique intervient. La première ligne en bas représente le niveau de préparation. Sommes-nous, en tant qu'humains, prêts à déployer ces outils? Ensuite vient la durée du stockage, qui va de quelques dizaines d'années à plusieurs centaines de milliers d'années. Et enfin, la dernière ligne représente le risque de renversement. Quelle est la probabilité que le CO2 stocké soit relâché à nouveau dans l'atmosphère? Alors, on prend un exemple, le reboisement est une solution immédiatement disponible et que nous devrions mettre en œuvre. Cependant, la durée du stockage est de l'ordre de quelques dizaines d'années, la durée de vie des arbres, et le risque de renversement est assez élevé. Ce risque est autant plus important avec le réchauffement climatique, les incendies de forêt, les inondations et les infestations de parasites. On a à l'autre extrême le stockage géologique du CO2. C'est moins mature, mais on progresse assez rapidement. Toutefois, il permet de stocker le CO2 pendant des centaines de milliers d'années avec un risque de renversement très faible. Alors, le stockage de CO2 sous terre n'a rien de nouveau. On a découvert des gisements de CO2 piégés sous terre depuis des millions d'années. Un exemple illustré ici est un gisement découvert au début des années 1900. Le CO2 y était extrait pour fabriquer de la glace sèche comme le réfrigérant, mais aussi utilisé dans divers produits, par exemple comme l'eau gazeuse. Dans l'industrie, nous capturons et stockons du CO2 sous terre depuis des dizaines d'années. Dans l'ouest du Canada, il y a des réglementations assez strictes qui encadrent les émissions provenant de la production du gaz naturel, si bien que nous avons des années d'expérience dans le stockage de CO2 et d'autres gaz sous terre. Puis en plus, en ce qui concerne les projets de CSC, le captage et stockage du carbone, il existe de nombreux projets à grande échelle au Canada et partout ailleurs au monde.
où il y a des millions de tonnes qui ont été stockées en toute sécurité. Le CSC est en cours de développement à l'échelle mondiale et année après année, on voit une croissance. Mais ce que je souhaite souligner dans ce graphique, c'est qu'actuellement, il y a de nombreux projets qui sont annoncés, mais qu'une fraction faible est en exploitation ou en phase construction. Ces projets sont très complexes et nécessitent des investissements importants, l'acceptation du public, des approbations réglementaires et un soutien politique. Les chiffres que je présente ici proviennent du Global CCS Institute, qui collecte des données sur les projets divers. C'est toute une gamme, ça vient de la capture directe de l'air jusqu'aux les industries lourdes comme l'acier et le ciment, ainsi que la bioénergie et surtout le secteur de pétrole et gaz. Ici, nous voyons que les pays qui avancent le plus dans le domaine de CSA sont les États-Unis, le Royaume-Uni, on a le Canada, la Norvège et la Chine. Pour mettre ça en perspective, nous avons ici les 11 principaux pays et sources émetteurs de CO2. Le Canada se classe comme troisième avec 58 projets de CSS, alors que nous sommes le 11e plus grand émetteur. Maintenant, on va regarder de plus près ce qui se passe avec le CO2 lorsque nous cherchons à le stocker. En surface, le CO2 est une gaz présente dans l'air. Sa densité est relativement faible, c'est-à-dire qu'un kilogramme de CO2 occupe un grand volume. Lorsque nous injectons le CO2 sous terre, la pression augmente avec la profondeur, ce qui compresse le CO2 jusqu'à atteindre une phase appelée la phase supercritique. Dans ces conditions, il se comporte à la fois comme un gaz et comme un liquide. Sa densité est bien plus élevée, ce qui signifie que la même masse de CO2 occupe un volume beaucoup plus petit en profondeur qu'en surface. Même si cela peut varier d'une région à une autre, on considère généralement qu'à partir de 800 à 1000 mètres de profondeur, les conditions sont correctes pour stocker le CO2 sous cette phase dense. Maintenant, l'objectif de notre étude est le stockage géologique, c'est-à-dire que nous cherchons des formations géologiques que nous appelons des réservoirs en profondeur, où le CO2 peut être stocké de façon permanente et sécuritaire. Il faut comprendre la géologie car c'est extrêmement important. Il faut savoir quel type de roche peut recevoir le CO2 et quelle couche de roche vont permettre de le confiner. Et lorsqu'on parle de grandeur, de grande profondeur, il est parfois difficile d'imaginer les distances. Nous parlons ici de stocker le CO2 à environ 1 km sous terre, au minimum. Pour donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 3 fois l'auteur de la tour Eiffel. Voici, on va aller avec un exemple tiré d'un projet intéressant mené par nos amis de Entropy. Ils font un projet juste à l'ouest de Calgary, près de la ville de Cochrane. Je tiens à remercier notre collègue David Hills pour avoir fourni cette diapo, ainsi que quelques autres que vous allez voir dans la présentation. Alors, comme j'ai mentionné, tout est une question d'échelle. Ce projet offre une occasion de visualiser un stockage en profondeur à peu près de 4 km sous la surface. L'information provient de nombreux forages historiques qui nous donnent une bonne indication du sous-sol. Remarquez que les puits d'eau se trouvent à moins de 100 mètres. Nous allons descendre par couche de 100 mètres. Ce figure représente les différentes couches rocheuses, les lithologies, c'est-à-dire les types de roches, comme les schistes qui sont foncés, les sables qui sont jaunes, les carbonates qui sont bleus, les anhydrites qui sont violets et roses. Vous allez aussi également noter qu'on a identifié des barrières primaires et secondaires, ainsi qu'une barrière de base pour permettre une caractérisation complète.
Et juste pour donner un ordre de grandeur, le complexe qu'on regarde pour le stockage, c'est à peu près 250 mètres, mais avec les barrières, c'est un peu plus. On parle encore de l'auteur de la tour de l'Eiffel. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on peut choisir le bon emplacement pour stocker le CO2 sur Terre? Premièrement, il faut identifier les bonnes roches. Les réservoirs, les roches couverture. Il y a des roches qui sont capables de retenir le CO2 comme une éponge. Il y a des roches qui peuvent l'empêcher de s'épacher, agir comme une barrière afin d'éviter les fuites. Après ça, il faut voir l'épaisseur et la porosité. Vraiment savoir c'est quoi l'espace à l'intérieur, si on utilise l'exemple de l'éponge encore, où on peut contenir davantage de CO2. Il faut comprendre les conditions du milieu souterrain, ça veut dire la pression, la température. Là, ça va nous aider à calculer la densité du CO2 pour déterminer la masse qu'on peut stocker. Il faut cartographier la forme des couches souterraines pour savoir où est-ce que le CO2 peut circuler, s'il y a des fissures ou si ça peut remonter en pente. Il est donc essentiel de connaître la configuration pour s'assurer qu'il reste confiné. Avec les données, on peut calculer aussi la capacité d'injection, la injectivité. Cela nous indique à quel point le CO2 peut s'écouler facilement dans le roche et remplir l'espace de stockage. Et aussi, il faut connaître la dynamique des fluides. L'eau est déjà présente dans le sous-sol. Et ça influence les chemins possibles du CO2. Le diagramme ici, il s'agit d'une coupe transversale profonde de la Terre. Ça montre l'eau potable en surface, les nappes phréatiques que nous évitons. Il y a des couches de roches qui peuvent agir comme un réservoir, d'autres qui sont des barrières ou des roches couvertures entre ces couches qui empêchent le CO2 de remonter. Tout ça permet de planifier un stockage souterrain de manière sécuritaire à long terme. Alors, on va regarder quelles sont les possibilités de stockage de CO2 parce qu'il y a plusieurs. Premièrement, il y a les réservoirs de pétrole et de gaz épuisés où les hydrocarbures ont été déjà extraits en sécurité. Ça, c'est le type numéro 1. Après ça, il y a le type 2, l'utilisation de CO2 pour la récupération améliorée du pétrole. Le troisième, c'est les réservoirs saturés d'eau salée non utilisée ou des aquifères. Les aquifères est une couche souterraine de roches ou de sable capable de contenir et de transporter de l'eau. Imaginez comme une éponge souterraine, elle comporte de minuscules espaces dans lesquels l'eau peut s'infiltrer et circuler. Certains aquifères contiennent de l'eau douce utilisée pour la consommation, tandis que d'autres contiennent de l'eau salée non potable qu'on peut utiliser pour le stockage de CO2. Après ça, il y a des veines de charbon profond et non exploitables. Il y a l'utilisation du CO2 pour la récupération améliorée du méthane d'huile. Il y a aussi la minération dans les roches comme les basaltes ou les ultramafiques. Cette étude ici, on considère seulement le type 1 et 3. Ça, c'est les réservoirs de pétrole et de gaz épuisés et les réservoirs saturés d'eau salée, les aquifères. Alors, maintenant, on va regarder un peu comment est-ce que le CO2 est-il piégé. En premier, il y a le piégeage structurel. C'est comme mettre une couverte sur une bouteille. Le CO2 est piégé sous une couche de roches solides et étanches, comme de l'argile ou du sel. Ça empêche le gaz de s'échapper. On peut le considérer comme une barrière naturelle. Après, il y a le piégeage résiduel. Lorsque le CO2 se déplace à travers les pores de la roche, une partie reste coincée dans ces espaces. Alors, même si le reste du CO2 continue à se déplacer, cette fraction reste emprisonnée. Après, il y a aussi le piégeage par solubilité. Avec le temps, le CO2 peut se dissoudre dans l'eau salée déjà présente dans le roche.
C'est un peu comme le CO2 dans une boisson gazeuse. Une fois dissous, il se comporte plus comme un gaz et devient une partie intégrante de l'eau. Et finalement, il y a le gaz minéral. À long terme, le CO2 dissous peut réagir avec la roche pour fournir des minéraux solides, comme le calcaire. Ça, c'est la forme de stockage la plus permanente, car le CO2 devient une partie de la roche elle-même. Maintenant, la question, comment s'assurer que le confinement du CO2, c'est sûr que c'est grâce à des dizaines d'années d'expérience qu'on a déjà eues dans l'industrie. C'est sûrement au choix des bonnes roches et à la mise en place des plans adaptés pour atténuer les risques. C'est essentiel de protéger les eaux souterraines ainsi que le public. Cela se passe par des outils de surveillance et des programmes de tests mis en œuvre avant, pendant et après l'injection. Alors, le confinement repose sur plusieurs éléments. Comme j'ai mentionné, c'est choisir un site optimal, utiliser les couches géologiques naturelles pour piéger le CO2, et aussi de gérer soigneusement la pression et assurer un suivi rigoureux. Ici, on montre deux exemples de projets. Il y a un projet dans l'Ouest en opération depuis 2015 où le CO2 est capturé d'un processus de production de hydrogène de l'usine de Shell à Scotford. Ça, c'est proche de Edmonton, en Alberta. À ce jour, plus de 11 millions de tonnes de CO2 ont été stockées avec succès dans une aquifère salin profond, à environ 2 km sous la surface. L'autre exemple qu'on montre ici, c'est Northern Lights. C'est le premier service ouvert de transport et de stockage de CO2 en Europe. Ça signifie que les émetteurs industriels peuvent y envoyer leur CO2 capté pour qu'il soit stocké de façon permanente dans les profondeurs de la mer du Nord. C'est important parce que ça établit une référence mondiale en matière de transport de CO2 à travers les frontières. Ça montre aussi comment le CSC peut être commercialisé et déployé à grande échelle. Maintenant, on va juste revenir un peu et touche encore ce qui constitue un bon réservoir de stockage. Il est essentiel d'utiliser les outils, les données et les expériences dont nous avons pour évaluer ces paramètres. Il y a les diagraphies de puits qui nous renseignent sur la lithologie, la présence des sables ou carbonates, les sels. Ça nous aide à établir les liens entre la porosité. C'est le volume poreux disponible pour stocker le CO2. Après ça, il y a la perméabilité. Ça, c'est les capacités du fluide à circuler dans les roches. Et d'autres caractéristiques comme la présence des substances de pétrole ou gaz qui dépendent de la profondeur. Il y a aussi les outils associés à l'analyse de carottes de forage. C'est des échantillons réels extraits du réservoir ou de la roche couverture. Ça permet d'étudier en détail l'espace poreux réel et la minéralogie. En recoupant toutes ces données, on peut déterminer qu'un bon réservoir, il y a une bonne porosité, il y a beaucoup d'espace qui est rempli d'eau ou un autre fluide qu'on peut déplacer, qui peut accueillir le CO2. Il y a une bonne perméabilité. Il faut que les pores sont bien connectés pour que le CO2 est capable de circuler et de s'éloigner des puits. Il faut avoir une épaisseur suffisante. Il faut avoir aussi une roche couverture ou une barrière étanche pour assurer le confinement. OK. Ici, on va regarder, mais pourquoi faisiez-vous une atlas? Pour nous, l'atlas, l'importance peut s'expliquer quand on regarde les contextes du développement des grands projets. Les projets complexes et de grande envergure sont généralement divisés en différentes phases aux étapes. On commence par l'évaluation de l'opportunité. Qu'est-ce qu'on est en train de résoudre?
Puis, après ça, on sélectionne les meilleures options pour le projet. Avec la meilleure option, on continue avec la conception. Là, on vise à réduire les risques et à obtenir davantage des certitudes de coûts et obtenir les autorisations réglementaires. Tout au long de ces phases, il y a des consultations avec les parties prenantes, y compris les peuples autochtones, le public et les gouvernements. Si le projet est accepté, on suit avec la construction, l'exploitation, et dans des dizaines d'années, il y a la fermeture et aussi le suivi après la fermeture. Vraiment, quand on regarde ce développement, une atlas constitue la première étape dans ce processus. Il est essentiel de comprendre s'il existe des possibilités de stockage dans une région et d'établir suffisamment d'informations pour prendre une décision avant de sélectionner une région ou un site. Maintenant, un atlas de stockage est un rapport assez typique. On a des exemples ici. C'est un ensemble de données et de cartes qui identifient les opportunités de stockage. Il y a plusieurs qui sont dans le domaine public pour les États-Unis. CDL, on a produit un atlas pour le nord-est de la Colombie-Britannique. Il y a plein d'autres exemples. Si vous voulez les liens, n'hésitez pas à nous contacter. Cependant, il y a des pays et des régions où les cartes et les données ne sont pas accessibles au public. Le Canada de l'Est est une région où nous constatons actuellement une telle lacune. Quelques travaux ont été réalisés dans certaines zones du Québec et du Canada atlantique, mais il n'existe pas de source d'information publique et consolidée. Alors, nous autres, on trouve que c'est impossible d'envisager sérieusement le développement du CSC sans d'abord comprendre la géologie pour connaître les options possibles. L'Atlas représente donc le point de départ. L'Atlas fournira des informations fondamentales permettant à différents groupes, tels que l'industrie, les gouvernements, les peuples autochtones et le public, de prendre des décisions informées. Alors vraiment, notre objectif est de fournir une ressource fiable, une analyse cohérente à l'échelle régionale avec un cadre structuré. Alors, l'Atlas est conçu pour être utile à une masse publique. On y retrouve des résumés de haut niveau des résultats, mais aussi des détails techniques pour soutenir le travail des géoscientifiques dans les recherches futures. L'objectif est d'identifier et d'évaluer les régions optimales pour le Québec et dans le Canada atlantique. Il mettrait en évidence les zones ayant la capacité de stocker plus de CO2 que d'autres selon la géologie, tout en tenant compte des risques et d'autres facteurs. Il faut considérer la profondeur soit suffisante et qu'il existe une roche couverture adéquate pour maintenir le CO2 sous terre. Il faut prendre en compte les zones protégées. Il faut aussi tenir compte des infrastructures existantes qui pouvaient être réutilisées. Il est important de noter que notre travail constitue un point de départ dans le développement. Nous allons identifier les lacunes et les domaines nécessitant des recherches et des études complémentaires. N'oubliez pas, c'est une étude régionale et pas des projets spécifiques. Notre équipe a déjà réalisé ce type de travail dans l'Ouest du Canada et dans certaines régions des États-Unis. Nous allons utiliser nos méthodologies éprouvées pour cette étude. Ici, je montre un exemple de l'utilisation de l'Atlas. On pourrait réaliser des études de regarder les sources et les puits. Parmi les facteurs à considérer, il y a la quantité de CO2 émise par chaque source, les distances à parcourir, la capacité de stockage disponible à différents endroits et les moyens de transport accessibles. En réalisant cette analyse, nous pouvons essayer de développer des solutions optimales pour stocker le CO2 de manière efficace.
Ça se peut que les méthodes les plus efficaces, c'est des centres où tout le monde amène leur CO2 à un seul endroit, comme le projet de Northern Lights, ou ça peut être, c'est vraiment des projets où ils ont leur puits spécifique pour le stockage de CO2. OK, maintenant, on rentre plutôt dans les détails de notre méthodologie et les processus pour calculer, estimer la capacité du stockage de CO2. Ça commence avec l'identification de la zone géologique. Il faut étudier les couches souterraines afin d'identifier les endroits potentiels pour ce stockage de CO2. Après ça, il faut identifier les roches, déterminer les propriétés critiques pour faire les analyses et les calculs. Ça, c'est la porosité, la perméabilité et l'épaisseur. Il faut vérifier que ça existe une roche couverture. Nous assurons que ça existe au-dessus de la zone de stockage pour piéger le CO2 et éviter les fuites. Après ça, on peut calculer le volume poreux, l'espace vide qui est présent dans le roche afin de déterminer combien de CO2 elle peut contenir. Il faut avoir la pression et la température car elles influencent le comportement, la phase du CO2 et sa densité. Et avec tout ça, on est capable d'estimer le potentiel de stockage. En plus, on estime l'injectivité, vraiment la vitesse à laquelle le CO2 peut être injecté dans le roche sans provoquer de problème. Et avec tout ça, on va être capable d'estimer les coûts potentiels du projet de stockage. Comme je l'ai mentionné, notre étude est axée sur les aquifères salins et les réservoirs épuisés. On procède avec un examen d'ensemble de la géologie afin de répondre à plusieurs questions clés. Cette formation contient-elle le bon type de roche et une roche couverture appropriée pour un stockage sécuritaire? Y a-t-il suffisamment d'espace pour stocker une quantité significative de CO2? Avons-nous déjà des cartes et des données fiables pour estimer la capacité du stockage en CO2? Sinon, quelle cartographie ou analyse supplémentaire devons-nous réaliser pour combler les lacunes? Voici un exemple d'une colonne stratigraphique pour le bassin de la Madeleine. En premier, il faut identifier les types de roches, les grès, les schistes, les roches volcaniques, le calcaire, le charbon. Tout ça ensemble, ça nous aide à déterminer les couches qui pourraient les réservoirs ou des roches couvertures potentielles. Ensemble, les roches couverture et les réservoirs, ça forme un complexe de stockage. Les calculs d'estimation de la capacité sont assez simples quand les données sont disponibles. On commence avec la superficie de la réservoir et l'auteur utilisable de la formation. Après, on considère la porosité. Ça, c'est l'espace vide dans les roches. Avec la pression et la température dans le souterrain, on peut calculer la densité du CO2. Et finalement, on a un facteur d'efficacité. Tout l'espace pour eux ne peut pas être rempli de CO2. Une partie reste occupée par de l'eau ou c'est inaccessible. L'efficacité de stockage indique la proportion de l'espace poreux qu'on peut réellement utiliser pour le stockage du CO2. Maintenant, si on regarde un peu vraiment le contenu de l'Atlas, ça va couvrir les notions de base de CSC, c'est-à-dire les effets de gaz à effet de serre, le cycle de carbone. Il y a aussi un survol des accords internationaux et l'évolution des lois nationales et provinciales. Il y aura une section sur les considérations liées au projet de stockage. Vraiment, les critères pour choisir un bon site. Comme j'ai mentionné avant, les roches doivent avoir des pores pour contenir le CO2 comme une éponge. Il faut avoir une roche couverture qui doit piéger le CO2.
les facteurs et les points considérés pour la pression, la température et les densités. Aussi les risques, incluant le potentiel des fuites, des variations de pression ou une activité sismique. Là, on utilise la surveillance et la vérification pour suivre le CO2, nous assurer qu'il reste stocké en toute sécurité. On va discuter de cette topic aussi, sujet aussi. Les chapitres seraient organisés par bassin. On commence avec un résumé géologique. On aura un aperçu des types de roches et des couches géologiques dans différentes régions. Certaines roches sont plus adaptées au stockage en fonction de leur porosité, de leur profondeur et de leur qualité de couche de sédiments. On fournira des estimations de capacité basées sur plusieurs facteurs. Et finalement, il y aura une discussion des aspects économiques. Ici, la carte, on montre les bassins qui existent au Québec et dans l'Est, dans l'Atlantique du Canada. Maintenant, si on montre l'exemple du bassin de la Madeleine qui touche plusieurs provinces. On a le contour du bassin ici avec la région où le CO2 sera super critique. Il y a plusieurs émetteurs proches de ce bassin, à proximité du bassin. On a commencé notre travail avec une compréhension du contexte géologique et l'évolution, et pour après identifier les complexes du stockage potentiel. Une recherche de données disponible a permis d'identifier plusieurs sources publiques, y compris des excellents travaux réalisés par la Commission géologique du Canada. Nous avons identifié 3 complexes de stockage dans le bassin de la Madeleine. Les réservoirs sont des grès, tandis que les roches couvertures peuvent être une ou plusieurs formations géologiques de schiste, calcaire ou autres. Après qu'on a les 3 complexes qui sont identifiés, là, on regarde plus les détails géologiques. Ici, on a un schéma de section transversale du bassin. La ligne ici montre l'emplacement de la courbe géologique et on peut voir vraiment la complexité géologique dans la région. On peut voir les failles et les plis souterrains qui ajoutent à la complexité et dans certains cas, des risques potentiels. En tenant compte de tous les paramètres, le stockage potentiel des 3 complexes a été calculé. On avait l'épaisseur, la porosité, la perméabilité et d'autres. Cela montre, on montre ici la capacité pour chaque complexe de stockage. Et ici, c'est les 3 cumulés ensemble. Cela, ça montre qu'il pourrait avoir un potentiel dans toutes les zones qu'on a identifiées. Et un projet pourrait cibler un ou plusieurs profondeurs selon certains paramètres économiques. Mais il faut considérer d'autres implications, comme la profondeur nécessaire pour atteindre l'état supercritique, où il y a des endroits liés au risque géologique ou avec peut-être des coûts qui sont très élevés. Si on a trouvé qu'il y a des régions de sel ou la complexité géologique. Ce sont autant de facteurs qu'il est essentiel de comprendre et d'analyser pour s'assurer le succès d'un projet. Notre zone d'étude est assez large, mais il faut commencer quelque part. On commence par assembler les pièces qu'on vient de discuter aujourd'hui afin de déterminer les régions qui sont viables. La disponibilité des données requises est primordiale pour ce travail. La carte ici à droite montre que selon nos données de présélection et leur disponibilité, où nous allons concentrer nos efforts. Il y a des zones ou des régions où la disponibilité des données est suffisante pour avoir une évaluation quantitative. Ça, c'est les verts. Il y a des endroits jaunes où nous allons avoir plus une évaluation qualitative. Il n'y a pas assez, la disponibilité des données, c'est partiel.
Et il y a les régions où la disponibilité des données, c'est faible ou inexistant. Il n'y a aucune évaluation dans l'Atlas. Mais juste pour dire que c'est un point de départ. Et dans certains cas, on sait que l'information peut exister, mais nous autres, on travaille avec l'information qui est publique parce que notre ATLA va devenir public. Nos sources d'information sont variées. On travaille avec les organismes gouvernementaux provinciaux, la Commission géologique du Canada et certaines fournisseurs tiers de données. Alors qu'on termine ce webinaire, quels sont les points principaux à retenir? Le CESS est essentiel pour atteindre nos objectifs climatiques mondiaux. Il est nécessaire pour permettre l'élimination du CO2 provenant de divers secteurs, tels que la capture de CO2 de l'atmosphère, les industries lourdes comme le ciment et l'acier, ainsi que certaines formes de production d'électricité. Nous savons que des gisements naturels de CO2 existent sous terre et l'industrie stocke du CO2 en profondeur depuis plusieurs dizaines d'années. Un stockage adéquat assure que le CO2 peut rester confiné pendant des milliers d'années et avec un risque de renversement négligeable. Notre étude permettra de créer un inventaire des options géologiques les plus prometteuses pour le stockage de CO2 au Québec et dans les provinces atlantiques. Cela aiderait les industries, les peuples autochtones, les gouvernements, le public et les investisseurs à prendre des décisions. Nous avons un travail important qui nous attend. Nous visons la publication de l'Atlas en 2026. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ce fut vraiment un plaisir de partager ce travail avec vous. Maintenant, si vous avez des questions, ce serait notre plaisir d'en discuter.